à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. On retourne enfin sur de l'actu cette semaine avec le fameux When Evil Lurks, réalisé par le réalisateur argentin Demian Rugna, dont c'est le 5e film qui sort dans nos salles de cinéma ce mercredi 15 mai après avoir fait un bruit monstrueux lors de son parcours en festival de cinéma à cause de ses scènes chocs et de sa présumée violence qui a créé un mouvement de hype assez fou. Et on ne parle pas de petit festival de cinéma d'ailleurs, puisqu'on parle de Gérard May, du PIF, des hallucinations collectives, Sitges, bref, un film qui fait parler de lui depuis des mois et qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises dans nos épisodes spéciaux autour du PIF et des hallucinations collectives. Il y a un incarné dans la ville. Tu fais peur à ma famille. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais avec lui. Ça va devenir un véritable enfer. Dans When Evil Lurks, film argentin donc, nous suivons deux frères qui trouvent dans un village reculé un homme infecté par un démon qui est sur le point de donner naissance au mal lui-même. Ils décident de se débarrasser du corps, mais finissent accidentellement par répandre involontairement le chaos, provoquant une épidémie de possession partout où les frères se rendent. Une épidémie qui n'épargne personne, comme pourront en témoigner ceux qui ont vu le film qui nous écoutent. C'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plus d'un an puisqu'il est déjà dispo dans certains pays. Véritable choc pour certains, renouveau du cinéma de genre pour d'autres. On a même eu droit au fameux film le plus gore depuis je sais plus quel film, ou le film qui a traumatisé je sais plus quel festival sur quelques aspects de la promo. Bref, des arguments marketing vieux comme le monde qu'on entend à chaque sortie de film d'horreur un peu crado dans la bouche de pseudo-influenceurs qui tentent de choper quelques retweets et de gratter quelques avant-premières, créant une hype autour de quelques scènes chocs pour te faire croire que tu vas assister à l'arrivée d'un nouveau classique du genre, alors qu'au final tu te retrouves face à une gigantesque daube les 3/4 du temps. Alors autant vous dire qu'on attendait When Evil Lurks de pied ferme en espérant enfin se manger la claque tant attendue. Le film devait sortir chez nous en avril en salle, puis a été décalé jusqu'à cette semaine le 15 mai, distribué par ESC Distribution et Shadows, comme c'est souvent le cas pour les sorties ciné-horrifiques indépendantes qui font le buzz en festival ces derniers temps, type Terrifier 2 ou The Sadness. Et pour vous dire si ça vaut le coup de se déplacer en salle pour le voir, nous sommes en présence de Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Dario de la team Jumpscare. Et toi Romain? Non, trop tôt. Amélie du Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Welcome to Prime. Tu m'as embrouillé. Ouais, je prends, Mathieu. c'est pas Tu grave. m'as embrouillé. Mathieu de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Ouais, salut, c'est moi, merci. Notre fan de slasher, alias Le Coin du Bis. Et moi-même, Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. C'était compliqué cette intro. Alors, on va dire à tous les auditeurs qu'on va bien sûr éviter au maximum les spoilers, mais que forcément, une ou deux séquences chocs du film risquent de revenir dans la discussion. On va essayer de cacher le plus de détails possible, et évidemment de ne rien vous dire du dénouement, mais on peut pas vous garantir que ce sera pas spoilé à droite à gauche, donc évidemment c'est un podcast qui est un peu mieux à écouter quand vous avez vu le film. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une grande partie de l'équipe du podcast a pu voir le film il y a quelques mois déjà dans des festivals, le PIF et les Alus, et que la seule personne qui l'a découvert cette semaine, c'est Dario. Donc on va d'abord commencer par toi, Dario. T'es un peu moins dans le circuit des festivals de cinéma que le reste de l'équipe. Est-ce que, première question, t'avais déjà entendu parler du film avec tout ce tabac autour? Bah moi j'en avais juste entendu parler par vous, en fait, tout simplement, parce que même en fait l'épisode sur le PIF là, moi je l'ai pas écouté parce que j'ai tendance à éviter d'écouter ou de regarder des trucs sur des films que j'ai pas vus, parce que je préfère découvrir les œuvres par moi-même. Donc moi, à part cette affiche rouge un peu stylée, c'est le seul truc que je connaissais du film. Ok, je savais même pas que c'était un film argentin en fait. J'en savais vraiment rien. On va avoir ton avis à chaud du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai trouvé que c'était pas trop mal, mais que il y avait quand même pas mal de petits problèmes, hein. Évidemment j'ai noté des problèmes, hein. C'est un peu ma marque de fabrique. Je trouve que le film il a un peu le cul entre deux chaises. Je vais essayer de rester vague, mais le film a un peu le cul entre deux chaises, entre un espèce de film d'horreur entre guillemets elevated horror. Évidemment je dis ça pour me moquer des gens qui l'utilisent sérieusement. Il a dit le mot. J'ai dit le E-word. Quand je dis elevated horror, c'est surtout pour dénoncer entre guillemets le rythme un peu symptomatique qu'on peut retrouver dans ces productions qu'on vante, qu'on targue souvent bien de elevated horror, type Men de Alex Garland. C'est juste que souvent il y a une espèce de faux rythme lancinant qui est en réalité pas souvent gage de qualité. Et un espèce de film d'auteur argentin un peu bresson, quoi. Je trouve que c'était un peu le cul entre deux chaises. Ce qui rend le délire un peu compliqué, je trouve, pour moi en tout cas, lourd à digérer. Je trouve
que le film déjà mériterait d'être raccourci d'une bonne quinzaine de minutes, selon moi. Ce qui est assez étonnant, puisque un truc que j'ai beaucoup aimé en fait dans le film, c'est dans le début. En fait, on perd pas, vous savez, les 20 premières minutes d'un film d'horreur avec une menace un peu surnaturelle. En général, on passe 20 minutes à expliquer, à découvrir un peu la menace, ou même à convaincre en fait des protagonistes que cette menace existe vraiment. Alors là, c'est pas du tout le cas. En fait, le film commence directement. On entend un bruit bizarre au début et puis il y a des gars qui partent et ils découvrent le truc et ils disent bah putain merde, on est dans la merde. On va essayer de remédier à ce truc-là. Ils vont parler à un autre gars pour le convaincre. Et ils passent pas 20 minutes à le convaincre. Le mec est en mode ok, bah il faut agir vite. Et donc ça, je trouve que c'est une force du film. Et c'est pour ça que je trouve que le film il est un peu longuet dans le sens où paradoxalement justement il évite cet écueil-là des 20 premières minutes d'un film d'horreur. Mais en fait comme il se perd un petit peu dans une espèce de mise en scène de film d'auteur un peu lancinante, je trouve qu'il y avait pas mal de trucs en fait au montage qui pourraient être enlevés. En fait on gagne facilement 10 minutes. Donc je trouve que étonnamment le film devrait être plus court alors qu'il arrive quand même à raccourcir cet écueil en fait qu'on a dans quasiment tous les films d'horreur. Donc c'est un bon point et en même temps c'est surprenant parce que je trouve que j'aurais bien coupé 10-15 minutes du film moi personnellement parce qu'il fait 1h40 quasiment. Oui. J'aurais bien mis 1h30, ça m'aurait moins dérangé, je pense, je l'aurais moins senti le film. Donc pour rester sur des trucs un peu plus vagues, j'avais noté aussi que je trouvais que le personnage principal était légèrement insupportable. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il passe son temps à gueuler. C'est pas vraiment quelqu'un que j'ai envie de suivre. Donc ça c'est voulu. Après je pense que c'est volontaire, voulu, évidemment. Mais du coup ça le rend vraiment insupportable et un peu très antipathique dans le sens où je partage pas en fait sa façon de penser à ce gars-là, à sa façon en fait de réagir à certains trucs, notamment une hache de pompier. Voilà, je trouve que je comprends pas pourquoi on écrirait un personnage qui réagirait comme ça, quoi. Je trouve que c'est vraiment dire bah regardez mon personnage il est bête, mais du coup dire ça à 10 minutes de la fin, moi je trouve ça un peu Je pense que c'est totalement voulu de montrer que les mecs sont totalement dépassés, complètement paumés en fait. Ouais, mais je sais pas, pourtant ils agissent assez rapidement, on voit très bien qu'ils savent pas trop ce qu'ils font et qu'ils le font un peu en mode on y va à l'impro pour essayer de se débarrasser du pourri, mais du coup en fait on perd un peu ce truc de, je sais pas comment dire, en fait je trouve que ce truc là de la hache ça m'a vraiment sorti du film, quoi. Je suis en mode mais je peux parler un peu plus ou pas, je peux en dire oui, oui, parce que là on sent que t'es en PLS là. Ben ouais, c'est que je me sens bloqué. J'ai l'impression de jouer à un genre de jeu de société où j'ai pas le droit de dire des mots. Tu joues à tabou. Alors, du coup, alerte spoiler pour les auditeurs, vous pouvez avancer un petit peu si besoin. En fait, du coup, pour recontextualiser pour les gens qui ont vu le film, évidemment, mais c'est quand la petite fille possédée lui dit il y a une hache de pompier là-bas, vas-y, va la chercher. Et il y a l'experte en surnaturel qui lui dit non, mais ne l'écoute pas, elle te dit des conneries. Et le fait que ce mec-là, qui vraiment, une scène avant, il a mis 3 droites à la gamine parce qu'elle est possédée et qu'il veut pas l'écouter, il dit ouais, vas-y, en vrai, je pense qu'elle a raison et qu'elle me ment pas et qu'il y a vraiment une hache de pompier derrière, quoi. Et du coup, je trouve vraiment que ce truc-là, c'est créer du problème pour le personnage principal, alors que tu peux être le gars le plus con de la Terre. Vraiment, je pense que personne n'écoute cet enfant possédé, quoi. Surtout que c'est un enfant possédé. Enfin, tu sais qu'il est possédé, oui, le gosse. Surtout que c'est pas cohérent, parce que comme je l'ai dit, vraiment, la scène d'avant, il lui met 3 droites à la gamine. Genre, il lui met un coup de portière de bagnole et après, il lui met des grandes droites quand elle est par terre. C'est la même gamine, tu vois. Moi, ça m'a vraiment sorti du film, ce truc-là. T'es sur un truc qui va revenir dans l'épisode, je pense. T'es pas le seul à avoir pensé. Bah, j'imagine, ouais. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais et du coup, il y a quand même des choses que j'ai bien aimé dans le film. Attention, tout n'est pas à jeter. Je trouve que l'ambiance du film, en fait, elle est vraiment cool malgré ce délire un petit peu elevated horror entre guillemets qui me dérange un petit peu. Je le redis pour ceci être troll. est un jeu à boire. Je trouve que l'ambiance un petit peu Bayou, limite en fait un peu The Hunt pour les fans de jeux vidéo. Je sais que Romain t'aime bien ce jeu. Je trouve que vraiment le début, il y a vraiment cette ambiance là où on arrive dans une espèce de cabane un peu en bois dégueulasse avec un monstre chelou qu'on comprend pas trop qui suppure littéralement. Je trouve qu'il y avait une ambiance un peu The Hunt que je trouvais plutôt cool. C'est pas un truc qu'on voit souvent au cinéma. C'est crado. C'est vraiment crado. Ouais. Malgré ça, reste quand même des scènes mémorables dans le film, malgré tout ce que j'ai dit, notamment une scène avec un chien dont on va sûrement reparler plus tard. Je vous laisserai
je vous laisserai cette munition. Mais ce que j'ai trouvé assez intéressant et en même temps ce qui est encore une fois paradoxal, c'est que le film, je trouve qu'on peut lui prêter plusieurs propos à la fin du film. Je crois que je sais pas trop de quoi le film me parle et en même temps je peux projeter je sens 2-3 thèmes en fait thématiques qui pourraient être appropriés. Je sais pas, notamment la crise sanitaire du Covid, la montée de l'extrême droite en Argentine, mais je suis pas du tout un expert en politique, donc je vais pas m'avancer trop dessus, mais même en fait moi le thème que j'ai le plus retenu, c'est plus la famille dysfonctionnelle. Où, en fait ce gars-là, Pedro, il s'est séparé de sa femme, il a des enfants avec sa femme. Il y a beaucoup de violence dans le film faite aux enfants, et du coup, je sais pas, ça m'a un peu fait penser à ce truc-là de famille vraiment complètement éclatée, dysfonctionnelle, avec un père alcoolique. Je trouve qu'il y a plein de passages en fait dans le film, notamment la scène du chien, même juste avant en fait la scène du chien où t'as Pedro, le personnage principal, qui s'embrouille avec sa femme, enfin son ex-femme du coup, Sabrina, je sais plus. Sabrina, je crois. Et en fait Sabrina, ouais. Le ton monte très rapidement, il s'envoie des grosses insultes ultra personnelles et en fait à tel point qu'on oublie la menace alors qu'on sait très bien qu'elle est là, la menace. Et c'est ça qui est ouf en fait avec cette scène que j'ai vraiment vraiment apprécié. J'ai même j'ai même fait oh alors que en soi la scène elle est construite de manière assez classique, mais c'est juste qu'il y a une espèce de cacophonie en fait qui déborde du film et notamment de cette scène là que on est surpris quand la menace arrive alors qu'on savait très bien que ça allait arriver dans les 2 prochaines minutes quoi. Donc ça je trouve ça assez fort, mais encore une fois je sais pas si c'est une bonne chose en fait de pas avoir su vraiment de quoi le film voulait me parler, ou alors justement le fait qu'on puisse lui donner plusieurs thématiques, est-ce que c'est une force ou pas, je sais pas. Peut-être que c'est juste moi qui suis trop con, mais non, est-ce que, vas-y, question débat, tu penses que c'est un film qui cherche cette cohérence que tu cherches? Je pense que ça serait un peu malhonnête de penser qu'il y a des films qui veulent rien dire ou qui cherchent jamais à dire quelque chose. Pour moi, forcément, il y a un message politique derrière, comme dans tous les films. Peu importe ce que des gars peuvent dire sur YouTube, mais je trouve que en fait comme le film sort après le Covid et qu'il y a une espèce de délire un peu d'infection, on peut forcément lui prêter ce truc là, mais je sais pas si c'est, en même temps je me suis pas renseigné si le réalisateur en a parlé ou les scénaristes en fait en ont parlé. Il en a parlé un petit peu. Donc je pense que lui il le dit en fait de quoi parle le film, mais c'est juste que si je prends le film tout seul, je sais pas trop de quoi ça veut me parler, même si j'ai un peu choisi entre guillemets le thème qui me sied le plus, c'est-à-dire cette idée de famille dysfonctionnelle avec des parents séparés, avec de la violence à la maison, etc. Pour moi c'est ce qui s'en dégage le plus, mais en fait je pourrais totalement accepter un autre argumentaire quoi. Ah ouais, t'as totalement raison, en fait c'est dans les inspirations du film, ça il en a déjà parlé. Il faut savoir que l'idée originale du film, le premier jet, a été inspiré par les pesticides qui ont causé beaucoup de dégâts dans la campagne argentine aussi, parce que du coup il y a personne là-bas et c'est que les petits villages reculés qui vont manger cher des conséquences de l'utilisation des pesticides par les grosses boîtes, et sans s'en rendre compte en fait, c'est une pandémie silencieuse en fait du coup qui se rendent pas compte, qui se mangent dans la gueule là-bas, et donc ça a été le début du projet concrètement. Mais même en fait cette thématique de la terre en fait c'est vraiment un truc que je retrouve souvent dans les films un peu latinos entre guillemets pour prendre des grosses guillemets. Ça m'a un peu fait penser à Asbestas pour ceux qui l'ont vu, où il y a un petit côté justement le gouvernement essaie de me prendre mes terres, etc. Ils en parlent un petit peu. Ouais, excellent Asbestas au passage. Ouais, c'est super Asbestas. Et ça m'a un peu fait penser à ça. C'est peut-être parce que les gars parlent espagnol et juste je suis un peu con, mais il y a eu un petit peu ce truc-là des plans en fait de la campagne, etc. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça et j'avais bien aimé Asbestas, donc c'est pour ça que l'ambiance du film, je trouve qu'elle est vraiment forte, malgré quand même des petites longueurs et une fin qui, je trouve, est un peu ratée, si on veut mon avis, mais on en parlera une autre fois, je pense. Avant de passer à Amélie qui a un avis radicalement différent, je tiens à t'annoncer que tu as grillé 2 cartes Elevated Horror. Il t'en reste une dans ce podcast et t'es viré définitivement. Pour la vie ou pour l'année? Ah non, pour la vie. Pour la vie, c'est le mot maudit ici. Moi, c'est la première fois que je le dis, hein. Toi tu l'as déjà dit je crois, hein, donc, je l'ai dit une fois, dans un vieil épisode. Toi tu l'as dit 2 fois maintenant. Ouais, moi c'est pour me moquer. C'est bon. C'est pour me moquer. Moi aussi c'était pour me moquer, mais le dire ça reste quand même, voilà. C'est Elevated Horror, voilà, je l'ai dit 2 fois de plus. Eh bah tu seras coupé au montage.
On salue les copains. On va passer quand même à Amélie qui a un avis qui est totalement contraire, il me semble. Amélie, qu'est-ce que tu en as pensé du film ? Non, en fait, je suis plutôt d'accord avec Dario. Ah bah, allez, d'accord. Bon, j'ai mal compris sur plein de trucs. C'est que je suis d'accord pour dire qu'il y a une ambiance très particulière au film, et pour moi, je trouve que c'est ce qui fait vraiment sa force. J'ai vu Aterrados cet après-midi, ce qui m'a permis de voir ce qui est spécifique à When Evil Lurks, c'est ce qui est de l'ordre de, on va dire, de la patte de Demian Rugna. Et on voit déjà que Demian, il a des tropes et de réalisation et dans ses thématiques. Je pense que sa thématique principale, c'est le fait que le mal émerge du quotidien. Et c'est pour ça que quand il y a une possession pour When Evil Lurks, mais on va dire c'est des présences dans Aterrados, personne n'a besoin d'être convaincu que ça existe. C'est-à-dire que tout le monde part du principe que cette forme paranormale, oui, elle existe, elle est là. Et en fait, le mal, il touche les personnes dans leur quotidien, c'est-à-dire dans leur maison, dans leur voiture. C'est quelque chose de très banal. Et en plus, ça touche le collectif. C'est-à-dire que c'est pas une personne à qui il arrive qui est confrontée au paranormal. C'est à chaque fois un village, une famille, une communauté, une ville. Voilà. Donc c'est en fait on est tous touchés par le mal. Ça arrive dans notre quotidien. On sait qu'il existe et on ne nie pas qu'il existe. C'est juste parfois il arrive. Donc effectivement, on pourrait faire des parallèles politiques parce que je pense que quand Javier Milei est le président de ton pays, t'as certainement des choses à dire sur, on va dire, l'émergence du mal dans ton pays et dans la population. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a un truc avec les enfants, c'est-à-dire que c'est cette jeunesse qui est particulièrement touchée par le mal. C'est le cas dans When Evil Lurks où il y a quand même beaucoup de scènes de violence contre les enfants, mais c'est aussi le cas dans Aterrados où il y a quand même une scène que je ne spoilerai pas. Regardez Aterrados, c'est pas mal aussi. Où il y a vraiment des enfants qui sont mutilés, enfin qui sont pourris, des cadavres d'enfants, voilà, on va oui, littéralement. D'ailleurs, dans les deux cas, même s'il y a une menace qui est paranormale, ce qui est à l'origine de la violence, c'est toujours des hommes, des humains. C'est des humains qui sont certes parfois possédés, certes parfois infectés, mais en fait, ceux qu'on voit être violents, c'est toujours des humains qui sont ou des animaux, mais en tout cas pas des formes, pas des monstres, pas des zombies. Dans When Evil Lurks, l'infecté en soi, il ne fait absolument rien de mal. Il ne fait du mal à personne. Sa présence, il suppure et sa présence infecte les autres, mais c'est pas comme dans un film de zombies où c'est les zombies qui font du mal aux humains. Là, c'est les humains qui, infectés par le mal, se font du mal entre eux. Et c'est pour ça que je pense que Dario, t'avais raison en mettant un point où effectivement il y a quelque chose de l'ordre de la violence familiale ou de la violence la violence interpersonnelle, en tout cas dans les couples, dans les familles, entre le village et la ville, entre les voisins. Voilà, il y a quelque chose comme ça sur le fait que le mal est parmi nous, et c'est pour ça que le film, ça ne me gêne pas qu'il n'ait ni vraie explication ni résolution. En fait, le mal, même si on lutte contre lui, quoi qu'il se passe, il sera toujours là. Et il n'y a pas de... C'est pour ça qu'à la fin, cette fin, elle est très pessimiste, elle est très nihiliste, mais même toutes les actions des personnages, en fait, ne les sauvent jamais. Ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ils sont toujours poursuivis par le mal, et il n'y a pas de résolution, il n'y a pas d'absolution. Du coup, c'est pour ça que je trouve le film intéressant, même si j'avoue qu'il a un rythme très particulier. Moi, ça ne me gêne absolument pas qu'on soit maintenant dans des films où ça se pose, où c'est parfois plus lent, où c'est parfois plus chaotique. Ça fait une production un peu moins calibrée que, on va dire, les films américains où il se passe toujours quelque chose et où chaque action est signifiante et elle est là pour faire avancer l'intrigue. Là, le fait qu'il y ait des dialogues, des actions un peu inutiles, des choses où on se perd un peu, moi, ça me gêne pas du tout, sachant que les personnages sont eux-mêmes un peu perdus face à cette menace. Je trouve pas ça absurde. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la lumière, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est filmé. Je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui sont hyper marquantes. La scène qui est sur l'affiche, notamment, je trouve que cette femme qui se frappe avec une hache, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est vraiment très impressionnant, ça sort un peu de nulle part. Mais je suis d'accord avec toi aussi, Romain, c'est-à-dire que la promo du film l'a vendu comme un truc super choc, et c'est pas le cas. Le film est pas spécialement...
c'est pas un truc hyper sanglant, hyper violent, hyper dégoulinant. Il y a des scènes comme ça qui sont chocs, mais si vous vous attendez à avoir de la grosse barbaque, si vous vous attendez à The Sadness, en fait, vous allez être déçus. C'est pas le cas. Grave. C'est un film qui, effectivement, a un rythme particulier, est assez lent, a des thématiques assez sombres, certaines scènes, effectivement, très violentes, mais qui apparaissent comme ça, qui popent un peu comme des pépites de chocolat au milieu d'un cookie, quoi. Mais c'est pas ce qui fait l'essence du film. Et je pense que peut-être la promo dessert le film dans ce cas-là. Voilà. Après, le truc, c'est que vendre le choc, c'est ce qui vend le mieux. Et je pense que ESC Shadows, ils ont bien flairé que Terrifier et que The Sadness, ça a beaucoup marché sur cet aspect. Tu sais, ouais, mais au cinéma, il y a un film qui est gigagore qui vient de sortir et tout. Et je pense qu'ils essaient de retrouver un petit peu ça. Ouais, mais Terrifier et The Sadness sont gigagore, pas When Evil Lurks. Et en fait, je trouve que When Evil Lurks, c'est l'anti-exorciste dévotion, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment un truc de vraie possession dégueulasse, de vrais messages. Mais ça veut pas être spectaculaire, ça l'est, mais c'est pas le but, c'est pas vraiment de, je sais pas comment dire, de te mettre des gamins possédés comme ça qui disent des trucs et tout, alors que l'Exorciste Dévotion a fait exactement ça, a essayé d'être hyper spectaculaire, et en fait le film il raconte rien et il a pas d'identité propre, tu vois. C'est ça. Je trouve que s'il y a 2 films de possession sortis cette année à mettre en opposition, c'est ces 2-là, quoi. Il y en a un qui est moins poseur que l'autre. Après, voilà, c'est ça. Après, je pense que la com, elle vient aussi du fait que le film il a été du coup disponible aux États-Unis avant, et qu'en fait il a vraiment eu une vie là-bas, et en fait c'est un peu comme le précédent film du réal, c'est devenu un espèce de bruit loire où en fait le film s'est fait connaître parce qu'il a marqué les gens, et du coup en fait ce qui est resté c'est les avis des gens, les slogans en mode ouah ça m'a trop choqué et tout, et en fait je pense que c'est juste que ça a mal été interprété, parce que je pense pas que ça ait choqué par le gore mais par autre chose en fait. Non. Et du coup voilà, c'est pour ça en gros c'est la rumeur et la notoriété du film qui ont fait qu'on l'a vendu comme ça après, quoi. Oui, parce que même dans les festivals, ils l'ont présenté comme étant un film très méchant, très dur et tout, et il y a des gens en sortie de salle, ils avaient vu des trucs pires dans la semaine, et du coup ça a été un peu déceptif, je pense, pour certains spectateurs. Vous avez cité Mylène et Amélie, Aterrados, alias Terrified, le précédent film du réalisateur sorti en 2017, pour le contexte quand même, faut le placer. Oui. Il arrive en France bientôt, au passage chez ESC. C'est cool, regardez-le, moi j'ai bien aimé. C'est très très bien aussi, c'est clairement un réal qui a des choses à montrer, et quand il les montre, qui a une patte, et qui a une patte esthétique assez reconnaissable en fait dans ses films. Tu captes assez vite que c'est lui qui est à la réal, quoi. Il a une patte particulière que je trouve intéressante. Sa manière de filmer les cadavres ou la mort ou les détails crado est assez, et en même temps spectaculaire. Oui, et de faire des plans sur les décors, des plans fixes sur des grands décors comme ça, très bien agencés. Ça donne une ambiance très particulière à ces films, et je trouve ça cool. Et il y a des maquillages de tarés dans les 2 films. Passage, parce que les possédés dans When Evil Lurks, ils sont dégueulasses. Oui, c'est vrai. C'est un oui pour Amélie, du coup. De ton côté, Mathieu, qu'est-ce que toi tu en as pensé de When Evil Lurks ? Grosso modo, mon avis n'a pas forcément beaucoup changé depuis la dernière fois, parce que comme tu l'avais dit tout à l'heure, Romain, j'avais déjà donné mon avis dans un précédent podcast quand on avait parlé justement des films qui étaient passés pendant le PIF. Et à l'époque, j'étais un petit peu réservé, j'avais aimé, mais j'avais pas non plus sauté au plafond. Là, le fait de l'avoir revu a un petit peu conforté mon avis, c'est-à-dire que les défauts m'ont encore plus sauté aux yeux que la première fois, et ses qualités sont toujours là. Sauf qu'entre-temps, j'ai vu Aterrados, et j'ai pu voir un petit peu, comme Amélie le disait juste avant, ce qui faisait, en tout cas pour le moment, la spécificité de ce réalisateur. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont communes entre Aterrados et When Evil Lurks. Le côté petit groupe argentin qui se retrouve face à une espèce de truc contre lequel ils ne peuvent rien, une espèce de mal comme ça qui se propage de manière très rapide et difficilement compréhensible. Il y a cette espèce de violence systématique qui est faite aussi aux enfants, et je pense que c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de personnes en fait qui ont été marquées par When Evil Lurks, parce que comme on l'a dit précédemment, il y a certaines scènes qui sont très 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 graphiques à ce niveau-là, et qui surtout arrivent à des moments où on s'y attend pas forcément, notamment la fameuse scène du chien. Je suis pas certain que ça soit vraiment le meilleur film d'horreur de ces dernières années, comme une bonne partie de ce que je peux lire à droite à gauche essaye de nous le vendre. Je pense qu'effectivement ça sera, quoi qu'il arrive, un des meilleurs films de l'année sorti au cinéma, parce que si on le compare à tout ce qui sort continuellement sur Netflix, sur Prime ou de l'anus de Jason Blum, effectivement c'est quand même bien meilleur.
mais ça n'est pas la claque absolue. Pour qui a un minimum l'habitude du cinéma d'horreur, c'est quand même très prévisible, c'est très bien exécuté, comme disait Amélie, c'est très bien filmé. Comme tu disais Romain, les effets spéciaux sont, en tout cas de maquillage, sont irréprochables. L'infecté au début, je regrettais un petit peu qu'il soit pas plus présent que ça à l'écran parce que il est magnifique, vraiment il coule un truc absolument infect de chaque orifice. Je trouve ça absolument fabuleux. Mais comme disait Dario, il y a beaucoup d'incohérences dans le film qui m'empêchent vraiment d'être à fond. Comme beaucoup de monde, je trouve le personnage principal assez détestable et j'ai absolument aucune empathie vis-à-vis de ce personnage. Plus il est dans la merde, moins je m'intéresse à son sort et plus j'en ai absolument rien à foutre. Le côté aussi très répétitif, très mécanique du film fait que plus on avance et plus, encore une fois, je me désintéresse de ce qui va lui arriver. Et je trouve que le dernier tiers du film est très en dessous de ce qui a précédé. Au début, on se dit ah ouais putain, là il se passe quelque chose, on est potentiellement en face d'un film marquant. Et puis une fois qu'on a capté la mécanique du truc, le réalisateur a beau nous proposer vraiment tous les 10-15 minutes une scène vraiment choc à base d'enfants en fait qui va prendre extrêmement cher et de trucs graphiques montrés plein cadre. Oui, ça fait son petit effet, mais entre ces deux scènes-là, entre ces moments forts, je trouve qu'on s'emmerde un petit peu. Et contrairement à Amélie, moi je suis pas forcément ce truc de rythme un petit peu bancal, moi ça m'a gêné au bout d'un moment parce que j'attendais la future scène choc et entre deux scènes choc, je commençais un petit peu à regarder ma montre quoi. Sauf que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu Aterrados et avec le temps, je pense que j'ai tendance vraiment à préférer Aterrados à When Evil Lurks parce que je sais pas, je le trouve peut-être un petit peu mieux rythmé, même si là aussi il y a de gros défauts. Mais voilà, sur des thèmes assez similaires, je trouve qu'on en fait un petit peu trop avec When Evil Lurks et que j'ai tendance à le voir comme une espèce de deuxième brouillon avant son troisième film d'horreur qui, ce coup-ci, je l'espère en tout cas, sera le vrai film d'horreur de ce réalisateur qui mettra une claque à tout le monde et qui sera célébré de manière unanime parce qu'en l'état, c'est un très bon film, mais c'est pas la révolution qu'on nous vend à tour de bras sur Internet. Non, faut remettre un petit peu les choses à niveau. C'est très bien When Evil Lurks, mais dans 2 mois, vous l'aurez oublié, quoi. Ça fait le café, mais ce sera vite oublié, du coup, pour toi, Mathieu. En opposition à ça, Mylène, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé déjà du film à l'époque ? Déjà, fait assez rare, je suis d'accord avec Mathieu sur un point. Je préfère Aterrados. Oh là. C'est pour ça il y a des aurores boréales, il y a des trucs bizarres. Il se passe des trucs chelous, voilà, tout est possible. Non, mais du coup, j'avais beaucoup d'attentes pour ce film parce que moi, j'avais découvert Aterrados à l'époque et encore aujourd'hui, c'est un film dont certaines images me marquent et me glacent le sang. Vraiment, je trouve que visuellement, il y a des trucs qui sont très très efficaces dans la création de l'horreur et de l'épouvante. Et du coup, je m'étais dit, je m'attendais vraiment encore à ce qu'il nous crée une nouvelle mythologie, à ce qu'il me fasse vibrer, que je flippe à fond. Pas forcément un truc gore, mais encore à avoir ce truc un peu poisseux. Donc, du coup, je m'étais préparée à me prendre une énorme claque. La claque était pas autant au rendez-vous, peut-être parce que j'avais beaucoup d'attentes. Comme tout le monde, je trouve le film très très beau visuellement, c'est pas un problème. Je trouve que le point fort de ce film, et c'est peut-être aussi sa faiblesse parce que c'est pas facile, c'est qu'il crée carrément une nouvelle mythologie autour de la possession. Où il y a carrément des mix entre la folk horror, entre les films d'enfants possédés. Voilà, il y a plein de thématiques qui s'entremêlent. La folk horror, je trouve que ça marche plutôt bien parce que justement, il y a des beaux plans sur la campagne, sur les maisons, sur les gens qui sont isolés. Ça fonctionne. Après, la difficulté justement à créer une nouvelle mythologie, c'est que là, en fait, on est tout de suite dans le bain, ce qui est plutôt pas mal, mais par moments, en fait, on se perd. Il y a trop d'éléments, il y a trop de petits détails qui s'entremêlent et c'est un peu maladroit. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, le maître mot sur ce film, c'est qu'il est maladroit. En fait, par exemple, dans le traitement de son personnage principal, mais vous l'avez très bien dit, on essaye de nous montrer que c'est un mec qui est complètement dépassé par sa vie, qui en fait est complètement reclus, qui a perdu la garde de ses enfants, qui n'a plus le droit de les approcher même. On voit clairement qu'il vit avec son frère complètement isolé avec 2 pots de glace et 2 bouteilles d'alcool, que le mec n'a plus vraiment de raison de vivre et qu'en fait cette quête va un peu lui donner une espèce de mission, mais vu qu'il est complètement dépassé par la vie elle-même, le mec est juste un espèce de loser, quoi. Mais du coup, il a tellement une violence en lui que du coup, on n'arrive jamais à vraiment avoir envie de le suivre. Et en fait, on va nous montrer plein de personnages qui essayent de faire une espèce de cohésion et ça ne marche jamais. Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer entre eux, ils n'arrivent pas à vivre entre eux. Et en fait, ils s'isolent tout le temps. Et du coup, ça se ressent aussi dans le montage. Ce qui fait que même par moments,
on est presque un peu perdu dans l'histoire en fait. Parce que je trouve que par moments on perd un peu la cohésion dans ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on sait plus trop où sont les personnages, on sait plus trop où on a laissé un tel. Enfin, moi j'ai vu 2 fois le film et il y avait des trucs que j'avais pas compris. Et pourtant j'étais quand même relativement bien concentrée. Mais il y avait des bouts de montage et des suites dans l'histoire que j'avais complètement paumé. Genre je ne savais plus où était la mère. À un moment donné je me suis dit où est-ce qu'elle est passée. Je ne sais plus. Et du coup en le revoyant je me suis dit ok d'accord, donc il y a vraiment bien une scène qui colle pas à un moment donné. Il y a des petits faux raccords par moment et ça c'est un peu dommage parce qu'en fait on est censé quand même vouloir suivre cette petite bande contre les possédés et en fait ça marche pas parce que à aucun moment il y a une cohésion et j'ai l'impression aussi qu'on essaie de me raconter plusieurs petites histoires qui ne s'entremêlent jamais. Et en fait le film a des scènes qui sont assez marquantes sur le moment, qui fonctionnent très bien, des bons jumpscares, donc notamment la scène du chien, comme l'a dit Dario, la scène de la hache, voilà, c'est des scènes qui fonctionnent bien, mais je trouve que globalement, l'unité, c'est pas trop ça, et c'est ce qui fait que par moment, le rythme, il est relativement cassé, parce qu'on est tout le temps en dents de scie, en fait. Globalement, tous ces petits trucs, ces petits éléments, ça peut fonctionner, mais ensemble, finalement, à la fin, c'est un peu un mais. Et pourtant, je suis un peu triste de le dire, parce que le film, il a énormément d'éléments qui peuvent me plaire. Je trouve que voilà, la folk horror marche très très bien. Moi, j'adore les enfants possédés et effectivement, il y a des scènes, des tropes qui fonctionnent super bien. L'imagerie autour de l'enfant qui fait flipper dans une école. Et moi, ça aurait. Franchement, il y avait tous les éléments pour que je fasse des cauchemars pendant 3 jours. Finalement, ça marche pas. Et je me l'explique encore une fois parce que je trouve que le film est maladroit. Malheureusement, je pense qu'il a les défauts d'un premier film, alors que c'est pas son premier film. Ateredo, c'était pour moi plus efficace. Peut-être que là, il a voulu mettre trop d'éléments. Il a voulu trop densifier son film par des personnages, par des unités de lieu, par des... Je sais pas. Pour moi, il y a des trucs qui fonctionnent pas là-dessus. Et en fait, finalement, à la fin, quand on a le dénouement final, je suis un peu en mode mais. Et je trouve qu'il y a des propos qui sont pas aussi... qui sont un peu... C'est un peu posé là comme ça, genre on a tous propos sur son fils qui est en situation de handicap. Ça sert à faire un faux twist parce qu'en fait on nous laisse des éléments en nous faisant croire qu'on le devine tout seul, mais on nous le répète durant tout le film. Enfin, je trouve que par moment le film a le malheur de prendre un peu le spectateur pour un con. Et voilà, globalement, j'aime quand même beaucoup l'univers de ce réal et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais Aterrados, c'est mon coup de cœur et je trouve que When Evil Lurks, comme l'a dit Mathieu, c'est un film qui a fait beaucoup de bruit. Pour pas grand-chose. Ça reste un bon film, il est beau, ça fonctionne quand même relativement bien, mais c'est un café tiède pour moi. D'une manière générale, il y a quand même des gros soucis d'écriture, quoi. Sans trop spoiler, pour les personnes qui ont vu le film, essayez de vous rappeler le plan final. C'est quand même une espèce de gros cliché qu'on a vu 45 fois dans l'histoire du cinéma, quoi. Il y a même dans un film aussi parfait que Mad Max Fury Road, il y a ce truc-là, sauf que dans Fury Road, quand ce moment-là arrive, vous voyez ce que je veux dire, enfin le personnage qui tombe à genoux, tout ça là, ok, ça fait sens, ça justifie. Là, j'ai juste l'impression que dans When Evil Lurks, c'est je sais pas trop comment finir mon film, tiens je vais faire ça, pouf, hop, générique. Et il y avait déjà ce truc là dans Aterrados où les personnages étaient face à une espèce de menace contre laquelle ils ne pouvaient rien et le film se termine, voilà, il y a un paquet de personnes en fait qui sont mortes, pouf, générique. Et là il nous refait le même coup pour When Evil Lurks. Il y a plein de règles qui ont été édictées et je trouve qu'il y en a même beaucoup trop pour ce que c'est et pour ce que ça raconte. Oui. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, la dernière étant c'est la dernière règle et c'est la plus importante, surtout n'oubliez pas toutes les précédentes, sauf que qui est capable d'énumérer comme ça de mémoire les 6 ou 7 règles qui sont édictées dans le film et qui la plupart du temps en fait ne servent absolument à rien. Alors après peut-être qu'il y a des petits détails ou quoi que j'ai raté, mais je trouve que le film se prend beaucoup trop la tête pour au final ne pas raconter grand chose qu'on ait déjà vu ailleurs en mieux, quoi. Si je devais vraiment vous conseiller comme ça très rapidement un film sur une espèce de postulat un petit peu similaire d'un mal qui se répand à vitesse grand V et qui prend des formes très différentes et contre lequel on ne peut pas grand chose malgré le fait qu'il y ait plein de personnes qui tentent des exorcismes ou quoi, il y a un film qui s'appelle The Strangers, qui est un film coréen qui fait très mal et qui est pas forcément gore comme peut être When Evil Lurks, mais qui reste en mémoire et qui, une fois terminé, on n'a qu'une envie, c'est de le remater encore un coup pour choper tous les petits détails ou quoi, alors que à la fin de When Evil Lurks on se dit ok c'est bon je l'ai vu, est-ce que j'ai envie de le revoir? Non, pas forcément, quoi. Mais surtout qu'en plus c'est hyper frustrant parce que l'idée de base elle est hyper intéressante, le mal comme ça qui les 20 premières minutes sont trop bien. C'est ça, l'idée de base elle est trop cool, en plus c'est un mal auquel tu peux rien, ça se retourne contre toi, on comprend pas trop comment il apparaît au départ, quelle forme il prend, il est un peu pas rien, il y a vraiment un truc hyper mystérieux et c'est un peu la peur de l'autre aussi et du coup c'est au début c'est vachement oppressant comment ça arrive et finalement je pense qu'en voulant trop donner de règles comme tu l'as dit
Mathieu, bah le truc, ça tombe comme un soufflé en fait. Et c'est ça, c'est pour moi, c'est vraiment c'est trop dommage quoi. Surtout que depuis le temps qu'il y a des règles au cinéma, on sait très bien que vont tout être brisées au bout d'un moment, quoi. Quand un personnage énumère des règles, depuis Gremlins, on le sait très bien, tu vois, que les règles elles sont là pour être transgressées. Et sauf que là, il y en a 7, quoi. Genre. Et puis on comprend jamais trop comment ça marche aussi. C'est un peu. Elles sont à peine effleurées, ouais. C'est un peu. Elles sont énumérées, mais même celle de la lumière électrique. C'est la lumière électrique, mais en fait, ils allument tout le temps les phares de leur bagnole. Donc, alors qu'il fallait peut-être faire que cette règle et s'y tenir pour faire un truc genre, tu vois, que le film se passe en grande partie dans le noir ou un truc comme ça. Mais du coup, ça va avec plein d'autres règles et personne ne respecte jamais vraiment. Surtout qu'en vrai, juste la règle de l'arme à feu, ça marche très bien. Hein. Pas nécessaire d'en mettre plus. L'arme à feu, ça fonctionne bien. C'est pas nécessaire. Et sur le truc de la lumière électrique, il n'y a pas un gars qui est foutu de faire une torche? Ouais, bah si. Normalement, il y a l'exorciste aussi. Ça aussi, c'est un truc qu'il y a aussi dans Aterrados, c'est que la personne qui connaît les entités et qui sait comment elles fonctionnent, c'est souvent une femme et assez âgée, enfin d'un certain âge. Et ça, je trouve ça bien. C'est comme si la personne qui est censée amener la solution, c'est une vieille femme. C'est pas vraiment une médium, mais c'est une vieille femme. Et ça sert à rien parce que sans trop spoiler. Pas la folie, ouais, quoi. Ça va chercher la hache. En plus de cette règle, on rajoute des idées à droite à gauche. Moi, il y a un concept qui m'a plu, mais qui est à peine utilisé, c'est que les démons n'arrivent pas à posséder les autistes. Parce alors que mais c'est pas vraiment ça en vrai. Hein. C'est plus que c'est plus lent et qu'on s'en rend pas compte parce que les gens trouvent déjà que les neuroatypiques sont un peu étranges, tu vois, il y a un peu ce truc-là aussi. C'est un peu un... Il y a un peu de ça. Le concept est très intéressant sur le papier, il est pas très bien exécuté, il revient à plusieurs reprises et on sait très bien ce qui va se passer parce que comme par hasard, il y a un enfant autiste dans le film, le hasard sûrement, mais c'est amené d'une manière tellement maladroite que ça aurait limite mérité un autre film, tu vois, genre il a mis tous ses concepts dans celui-là en mode je lâche une bombe et en fait, non, il y a pas assez quoi. Ça donne une séquence marrante hein, avec les poils dans les sortes de la bouche. Ça m'a énervé. Moi, ça m'a trop saoulé. Tout ça pour ça, quoi. C'est ça qui m'a énervé dans le film. Ça m'a vraiment énervé. Je suis d'accord. Mais il y a un plan de malade dans cette séquence. Il y a un plan de malade, je trouve, où il regarde du coin de l'œil. Ce que ça veut dire, je trouve. Moi, je trouve c'est bancal et c'est là qui prend le spectateur pour un con parce que c'est quelque chose qui te répète constamment dans le film. Et je trouve que là, c'est en mode quoi. Ça et le fait que au début, on essaie de te faire comprendre que le frère va possiblement être un personnage assez sympa par rapport à notre nous loser, quoi. Et en fait, il est tellement mal écrit. Enfin, tous les personnages sont pas très bien écrits en vrai que du coup ça fonctionne pas quoi. Concept mal utilisé. On va recentrer un peu le débat. Café tiède pour toi, Mylène. C'est quasiment un mais général. Et toi, Romain? Le et toi de Tchekhov du début qui revient. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu au pif l'année dernière. Je l'ai revu pour le podcast et je rejoins l'avis général au second visionnage. Je prends un peu cher le film parce que je tiens à dire quand même quelque chose. C'est que ce film est un excellent film de festival puisque les réactions dans la salle au pif ont été folles pendant au moins la première demi-heure, en fait du début jusqu'à la séquence du chien. J'ai rarement vu une salle réagir aussi bien à un film, c'était trop bien. Et évidemment quand tu le vois le film sur un grand écran au Max Linder avec une audience qui est à fond dans le film et qui gueule, qui se met les mains sur la bouche et tout, j'avais jamais vu ça en fait. Forcément t'as une bonne vision du film. Maintenant le revoir en calbar chez moi, c'est pas la même expérience et ça a évidemment ramené ça à un niveau un peu moins fun, on va pas se mentir. Et les défauts que j'avais vus au premier visionnage ont été hyper accentués. Il y a des qualités évidentes, vous l'avez déjà dit, la photographie, les maquillages, etc. Je trouve que c'est une des meilleures premières demi-heures de film d'horreur que j'ai jamais vu de ma vie. La montée en tension, le chaos absolu, le fait qu'en fait on te dise partout où ils vont aller les mecs, ça va être le bordel et que progressivement c'est de plus en plus le bordel et que le film aille aussi vite dans cette séquence absolument folle du chien et de tout ce qui en découle juste derrière parce qu'il n'y a pas que le chien dans cette séquence, il y a d'autres trucs, sans tomber dans une sorte de gore gratos si tu veux. En final cette séquence du chien, il n'y a pas grand chose à voir, hein, c'est juste 2 plans au final qui sont super efficaces. Donc il y a quand même une certaine subtilité qui fait plaisir à voir et je me dis putain si c'est ça pendant tout le film, mais c'est une folie. Sauf que non, après ça il y a un ralentissement qui est assez trop gros en fait, où tu as 20 minutes de dialogue et on se fait chier à mourir en fait. L'avantage du film c'est quand il fout le bordel en fait. On parlait de Bébé Bourré la semaine dernière, quand il fait ce genre de choses totalement folles et qu'il ose aller dans le pétage de câble, et là d'un coup il tente de rationaliser, on fait venir une médium, une vieille qui va tenter d'expliquer un peu les choses, on tente de trouver du sens à tout ça, ça marche pas. Ça marche absolument pas. De l'absinthe à la verveine. Ça marche, ouais, exactement. Et pourtant nous on veut de l'absinthe en fait. On aurait eu ce niveau de dinguerie tout le long du début là, mais ça aurait été fou. Et en fait non, tu ralentis et tu te dis il se réserve pour le final, et en fait le final il est un petit peu
peu... Il est beaucoup plus banal. Il est déjà vu, quoi. J'étais un peu déçu que la fin, elle soit aussi peu originale, alors que le début était vraiment bien parti, quoi. T'as raison, jusqu'à ce qu'il aille chercher ses gamins, en fait, avec toute la folie qui se passe avec la famille de sa femme et tout. Et après, c'est vrai que c'est le climax du film. Après, ça retombe. Exactement. Ouais. Il te fout le climax à une demi-heure de film et jamais il arrive à se relever de ça. Et c'est terrible. Ça rappelle cependant plein de trucs sympas qui m'ont fait plaisir. Si vous aimez beaucoup Lucio Fulci, vous allez adorer parce que c'est ce genre d'ambiance de sa trilogie L'au-delà, Frayeur, etc. Ça fait super plaisir à voir. C'est les meilleurs maquillages que j'ai vus depuis un petit moment au cinéma. On parlait du possédé au début, mais même les effets gore, etc. C'est vraiment bien foutu. Non, c'est con. La musique est très très sympa aussi, très rustique, du terroir, un peu comme l'atmosphère du film. En fait, c'est dommage. C'est le sentiment anglais, c'est dommage. Il frôle, il gratte la grâce et il trébuche. Mais je peux que espérer qu'il fasse mieux la prochaine fois parce que le mec a quand même plein de choses sympas à montrer et à dire. Et c'est peut-être, je pense, un des profils les plus intéressants à suivre en termes de carrière sur le cinéma horrifique, je trouve. Et puis voilà, tout simplement, en fait. Je vous rejoins, oui. Mais c'est vrai que les 30 premières minutes du film sont vraiment excellentes. Et du coup, le fait que les 30 dernières du film soient vraiment pas très bien, ça laisse un goût amer dans la bouche parce que le milieu du film c'est bof et la fin c'est pas très bien, alors que vraiment les 30 premières minutes on est à fond dedans, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que le contraste est dur, quoi. Ouais. C'est ça. Il y a un petit côté Boys Afraid. Enfin, le début c'est ça démarre sur les chapeaux de roue, on se dit putain c'est bon, c'est le film du siècle. Et puis arrivé au milieu, ah merde, le truc il s'est un petit peu ralenti, et à la fin bon ok. Voilà. Tout ça pour ça. C'est dommage, en tout cas. Écoutez, c'est donc un général. J'aime beaucoup l'expression café tiède. Ça va très très bien, je trouve, avec le film. On te vend une boisson qui est censée te donner un peu de punch, puis au final, pas ouf, quoi. Puis l'absinthe et la verveine, c'était pas mal aussi, j'ai bien aimé. Barmaid podcasteuse. Ça, mixologue. Ne serait-ce que pour les 2-3 grosses séquences du film, si vous pouvez le voir avec une audience, n'hésitez pas. Parce que mon meilleur souvenir du pif, c'est les gens qui ont juste pété un câble au plan du chien. Sans trop en dire, le plan a très bien fonctionné et dans la salle il y a eu une sorte de général et ça c'est trop bien à voir. Donc non franchement quand même allez-y, c'est quand même loin d'être honteux et ça mérite votre temps et votre soutien comparé à d'autres merdes comme on citait tout à l'heure l'exorciste dévotion et tout ça. Franchement c'est très sympa. On va passer à une nouvelle rubrique du podcast quand on parle d'actu, la rubrique reco de films de ce genre pour ceux qui découvrent et qui se sont dit ah c'est sympa, j'aimerais bien en voir plus. Donc on a tous plus ou moins ramené un ou deux films à vous recommander en speed pour ceux qui veulent qu'on faim en fait tout simplement et qu'on a envie d'en manger plus. Mathieu, qu'est-ce que tu as ramené? Alors moi c'est un petit peu particulier parce que à l'heure où on enregistre ce podcast, on a appris le décès de Roger Corman donc ce matin et évidemment enfin toute la journée j'ai repensé à pas mal de ses films et notamment son film préféré qui s'appelle The Intruder qui est sorti de mémoire chez Carlotta si je dis pas de bêtises et qui est pour le coup pas un film d'horreur mais qui parle de choses horrible et malheureusement très actuel alors que le film date de 1962. C'est un film en fait sur la propagation du mal donc c'est pour ça que je le trouve raccord avec le film dont on parle aujourd'hui et c'est grosso modo l'histoire d'une espèce de gars très propre sur lui habillé tout en blanc qui va arriver dans un petit village aux États-Unis dans les années 60, je crois que le film date de 62 et c'est un village qui a voté très récemment le fait que des enfants noirs puissent aller à l'école et lui va commencer un petit peu à manipuler les gens et faire plonger le village tout entier dans la ségrégation la plus complète et tout en étant très poli, très souriant, très voilà et c'est absolument épouvantable. Le film était le film préféré de Roger Corman et c'est le seul film de sa carrière où il a perdu de l'argent et c'était encore une fois son film préféré. Voilà, le film est très très impressionnant, très viscéral alors qu'encore une fois il date de 1962 et je le trouve même si le truc est en noir et blanc qui date encore une fois bien plus impactant et il reste bien plus en mémoire que le film dont on a parlé aujourd'hui. Avec William Shatner au passage. Oui, totalement. Et voilà, Captain Kirk. On en profite pour évidemment rendre hommage à Roger Corman, légende absolue. De ton côté, Mylène, qu'est-ce que tu veux nous conseiller? Alors moi je voulais conseiller une série de slasher mais j'ai été interdit donc du coup j'ai dû changer. Non. Ça suffit. Faut que ce soit raccord avec le thème du film. Non, c'est pas vrai, j'ai une vraie reco. Buffy contre les vampires. Non, j'ai une vraie reco, c'est vrai. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de l'épisode The Prom de Buffy contre les vampires aujourd'hui. Voilà, rien à voir. Non, mais
Ceci n'est pas une blague. Du coup, je voulais conseiller un film mexicain qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle Desaparecer por completo. Mon accent est toujours aussi incroyable. C'est un film qui est sorti sur Netflix mais pas en France. Donc voilà, un film pas facile à voir. Mais j'ai trouvé que c'était un peu une petite pépite et j'étais trop contente de le découvrir. Le film nous embarque auprès d'un journaliste, d'un photographe de presse qui du coup adore aller photographier des scènes de crime un peu glauques et tout. Il est complètement insensible. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la thune et choper un peu le choquant, genre quitte à bouger un peu les cadavres pour que ça fasse plus esthétique pour ses photos. Enfin voilà, on est vraiment sur ce type de mec. Et un jour, il va aller filmer, il va aller photographier une grosse affaire. Et du coup, à partir de là, ça tombait gravement malade et à perdre en fait l'usage de ses sens progressivement. Et donc, c'est un film qui joue justement sur les sens, sur vraiment une tension qui va jamais s'arrêter. C'est très très pesant comme ambiance, mais ça fonctionne hyper bien. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une superbe variante. Là, c'est plutôt une malédiction, mais j'ai trouvé que dans les thématiques, ça se rejoignait avec When Evil Lurks parce qu'il y a vraiment ce truc un peu poisse d'ambiance. On va jouer sur le crado, sur les rats qui bouffent des gens. Donc j'étais en PLS, mais voilà, je conseille ce film si vous avez l'occasion de le voir. C'est vraiment une petite. C'est un truc un peu de niche, quoi. C'est pas très. Pas dispo en France, t'as dit? Non, sur Netflix, mais pas en France. Par contre, du coup, le peu de personnes qui ont pu le voir depuis qu'il est sur Netflix, alors je crois que c'est. Je saurais pas vous dire Netflix de quel pays, mais il est sur Netflix. Le peu de gens qui ont pu le voir ont dit que vraiment c'était une grosse claque. Donc j'espère que Netflix va le mettre en France. Ça serait cool, quoi. Parce qu'il a des super retours, ce film. Ce serait vraiment trop le moment idéal pour faire un placement de produit pour un VPN, d'ailleurs, s'il y a des VPN qui nous écoutent. De ton côté, Amélie, qu'est-ce que tu as ramené de beau? Alors j'ai réfléchi et en fait je me suis souvenue d'un film que j'ai vu il y a pas très longtemps. C'est Satan's Slave 2, Communion. C'est un film indonésien, il me semble. Oui, indonésien. Moi j'avais pas vu le premier, donc on peut voir Satan's Slave 2 sans avoir vu le premier. Même Pengabdi Setan 2, voilà, je le dis, dans la version originale. Là c'est une famille qui lutte contre un mal qui se répand, pareil, mais c'est dans un immeuble. En fait, c'est une famille qui habite dans un immeuble très isolé. On sait pas trop pourquoi cet immeuble est isolé comme ça, au milieu de rien. Et c'est une sorte de HLM. Voilà, toutes les familles s'entendent plutôt bien. Et un jour, il se met à pleuvoir et il y a une grosse inondation qui fait que ils sont tous bloqués dans l'immeuble. Suite à un accident, un terrible accident d'ascenseur, la scène est horrible. Il y a des cadavres, il y a beaucoup de morts dans l'immeuble. Donc ils sont comme ça en train de veiller leurs cadavres. Et évidemment, les cadavres ne vont pas rester tranquilles et ils vont se répandre petit à petit dans l'immeuble au cours de la nuit. Et il y a comme ça une petite famille avec leurs copains, leurs voisins qui essaient de survivre, principalement des ados. Et le film est pas mal. Moi, j'avais trouvé ça super cool et bien fait. Donc voilà, si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas. Il est sur Prime Video et je crois qu'il est sur Shadows aussi. Et c'est parfait du coup. Côté Dario. Alors moi, j'ai ramené un film de 2021 que sûrement vous connaissez qui s'appelle Lamb ou Lamb, agneau en français. Je trouvais que c'était assez approprié, plus pour le côté en fait plutôt folk horror, évidemment parce que dans When Evil Lurks, il y a une scène avec un bouquetin. En fait, j'aime bien conseiller ce film-là, mais j'aime aussi ne pas trop en dire parce que moi, il est sorti en 2021. On a eu la chance de l'avoir en France. Il était souvent dans les cinés d'art et d'essai. Et j'y suis allé, je savais très bien, en fait, j'ai tout fait pour éviter de trop en savoir sur ce film-là. En fait, j'avais juste vu l'affiche encore une fois, et c'est une affiche qui est vraiment parlante, où c'est une gamine avec une tête de mouton, et juste ça, qui est dans les bras de sa mère. Et juste ça, en fait, je trouvais ça hyper intriguant. Il y a vraiment un côté déjà hyper beau, parce que le film, évidemment, se passe en Islande, et c'est un film islandais, je crois que c'est une coproduction avec la Suède, l'Islande, etc. Et j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est vraiment une espèce de petit ovni. Ça reste, c'est pas non plus du Zulawski, mais je trouve que c'est vraiment cool à regarder. Donc je le conseille vraiment sans trop vous en dire, mais allez le voir, quoi, c'est vraiment cool. Et j'ai regardé, il est dispo sur OCS en France apparemment, mais je crois qu'OCS c'est un peu en train de crever en ce moment, donc je sais pas trop. C'est un peu compliqué apparemment, mais le film est bien sorti, c'est avec Noomi Rapace. Oui. Et d'ailleurs, on va en profiter pour envoyer un peu de la force à Demoiselle d'horreur Judith qui avait interviewé Noomi Rapace pour la sortie du film, il me semble à l'époque. Donc il y a du contenu qui existe, elle se met bien. Vous l'avez vu, Lamb, ou pas? Oui. Ouais. Tout le monde l'a vu. Ouais. Il est dans mon top des films de chèvres. C'est un mouton. C'est la même chose. Mais non, trop pas du tout. Ils ont des pupilles rectangulaires, c'est pareil. Vous êtes horrible. J'ai Lamb et j'ai
j'ai Black Sheep aussi avec les moutons zombies qui est très sympa. Incroyable Black Sheep. Je vais clôturer cette rubrique. Je vais pas conseiller un film, je vais en conseiller 2 et demi. Je suis désolé, mais très rapidement, il y en a un qui a déjà été évoqué, c'est The Stranger par Mathieu, un des plus grands films d'horreur que j'ai vu de ma vie. C'est une folie. Allez-y, en fait, sans lire le résumé, c'est ce que j'ai fait, je me suis mangé la baffe en pleine guelle, c'est fabuleux, vraiment. C'est le film coréen, hein, parce qu'il y a un film américain qui s'appelle The Strangers, où c'est un home invasion, qui n'a rien à voir, c'est pas celui-ci. Hein. Non, film coréen, une folie. L'autre film que je voulais évoquer, c'est L'au-delà de Lucio Fulci, qui est un chef-d'œuvre. Le oui, putain, c'est un peu loin. Il s'excite au loin. Sorti dans les années 80, début des années 80, où une jeune femme hérite d'un hôtel dans lequel il va commencer à se passer des choses un petit peu paranormales et beaucoup d'accidents, et en fait ça m'a beaucoup rappelé du coup When Evil Lurks. Lucio Fulci, c'est le maître pour moi, c'est un de ses meilleurs films, même si je mets L'Enfer des zombies un petit peu au-dessus. C'est mon petit préféré de loin, mais c'est génial. Catriona McCall est excellente dans ce film, excellente actrice. Là aussi, allez-y, la fin du film est folle en termes de mise en scène et de décor, sans trop en dire, mais si vous voulez de ce genre de chaos horrifique, c'est ce film-là qu'il faut voir. Et le dernier film que j'ai à conseiller, c'est évidemment Prince des Ténèbres de John Carpenter, où un prêtre fait venir des scientifiques dans une crypte d'une église parce qu'ils ont trouvé quelque chose. Quelque chose, c'est le mal, concrètement, sous forme d'un liquide qui infecte les gens, qui prend possession de tout le monde. C'est un des Carpenter les plus sombres de sa carrière, et Dieu sait qu'il a fait des machins sombres et darkos avant. Il y a Donald Pleasance qui joue un curé, c'est très marrant à voir, il est tellement pas à l'aise dans ce rôle que ça devient comique. Et Alice Cooper. Il y a Alice Cooper qui joue un SDF possédé. Ouais. La musique est géniale, c'est d'une noirceur absolue, c'est une folie. Si vous l'avez pas vu, allez-y. Il est très facilement trouvable en plus en DVD d'occasion, en Blu-ray et tout, c'est du Carpenter donc forcément. Il a été restauré même, il a été restauré en 4K. Restauré en 4K, dispo en steelbook, donc franchement faites-vous un kiff. Voilà. Et pour les Lucio Fulci, ils sont sortis chez Artus Film en Blu-ray, où vous avez les DVD incroyables de l'époque Neo Publishing qui sont trouvables d'occasion. On va passer à l'avis des auditeurs. Aïe, c'était très partagé. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai pas regardé. C'est un film qui divise. Il y a un match de tennis dans les mentions depuis le Je n'ai su début. innocence. J'ai hâte de découvrir ça. Beaucoup de gens l'ont vu pour un film qui sort cette semaine. Bizarre. Des festivaliers, sûrement. Beaucoup de festivaliers. On commence avec Pac-Man sur YouTube. Lourd, léger, professionnel, on en voudrait plus souvent des films comme ça où personne n'est à l'abri, entre parenthèses, enfants et femmes. Lui, il veut du sang, il veut de la bagarre, il a faim. À côté, Anthony Humberclaude, qu'on salue, du festival de Gérardmer. J'avais vraiment apprécié ce film que nous avions à Gérardmer cette année. L'idée d'un mal omniscient, un concept pas si simple que cela à développer, m'avait même davantage séduit. Plus séduite que les fameuses scènes chocs qui font sa réputation. Moi, je suis d'accord avec lui, à 100%. Totalement. Le concept est fou. Maîtresse Étienne, pas vraiment envie d'y mettre des mots, encore mal au bide de la séance avec une féroce envie de recommencer. Je vois très bien qui c'est, Étienne, et en effet il m'avait envoyé un message, il avait été la deuxième projection du PIF un matin qui était moins intense pour les spectateurs, parce qu'il y avait moins l'ambiance du soir, de la séance de minuit et tout, mais il m'avait dit que ça avait quand même bien foutu le bad à tout le monde, donc je salue au passage. Les hallucinations collectives, on l'a regardé le soir, non? On l'a vu un soir? Ouais, on l'a vu le soir, c'était le samedi soir, non, vendredi soir. C'était après Coffee Table? Non, c'était le lendemain, le Coffee Table, on l'a fait vers la fin. Okay. C'était avant The Boxer The Man. Ah oui, c'est ça. Apparemment, Coffee Table, c'est très très bien. C'est très bien, Coffee Table. Très bien, Mathieu, Coffee Table. Pas, mais ça retourne. Là, c'est le mal absolu, mais pas le même genre. Ah ouais, là, c'est intense comme. C'est tragique. Quand il sort en France, on en reparle. Attention quand même, trigger warning. Voilà. Ouais, oui. Oui, évidemment, on en reparlera. En tout cas. Lila Gaius nous a envoyé. Eh bien, ça fait du bien de voir un mal qui soit répugnant plus qu'effrayant. On a tendance à négliger la puissance du dégoût seul dans le cinéma d'horreur alors que c'est une émotion si intéressante. Ça vaut pour le début du film, le traitement de la suite étant moins marquant. Peut-être juste que le dégoût, en fait, au cinéma, je trouve que c'est vite fait redondant et ça fait un peu effet facile, je trouve. Dans le sens où on te montre un gros sur son lit qui suppure et qui dégouline un petit peu. Forcément, ça repousse, mais c'est pas non plus... Enfin, ça fait un peu l'effet facile, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on le voit moins souvent. Après, ça dépend des gens, hein. Moi, j'y vois de la poésie, quoi. Je suis là à dire hein, encore. Quoi. Toi, c'est difficile de montrer le dégoût différemment, enfin, de provoquer le dégoût différemment, j'ai l'impression. Le truc, c'est que si tu en fais trop, les gens vont s'habituer directement
Exactement, et ça tendrait plus, donc ça peut atténuer le dégoût. Je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut doser avec parcimonie, et je trouve que le film le fait bien. Ah bah on parlait de Boxers Omen, ça pour le dégoût, moi c'est un des rares films des aliens où je me suis caché les yeux. Ouais, j'ai failli vomir moi. Chef-d'œuvre absolu, chef-d'œuvre 10 sur 10. Magnifique. Oh, c'est bon, les gens qui vomissent des bananes et qui les ravalent, ça va. C'est ça. Là aussi, il y a un trigger warning à mettre quelque part pour celui-là. Je pense que tu peux inventer un trigger warning pour ce film. Trigger warning, nourriture pré-mâchée. Quel rapport dégueu. Mais quel rapport avec la boxe? Ah, mais tu sais, Tu verras. Si tu vois, Tu verras. Personne sait, Dario, à la fin, tout le monde avait oublié que ça parlait de boxe. Ensuite, c'est Muerto Omega et le cinéma de genre, qu'on voit souvent en festival aussi, qui nous a écrit « Le nihilisme à l'état pur, un drame percutant aux effets spéciaux plus que digne, avec des scènes chocs mais toujours bien aidées par le scénario, parfaitement employé. Le meilleur film purement horrifique de 2023. Alors, non, peut-être pas, mais... Je sais pas si je dirais meilleur 2023, mais j'aime cet enthousiasme en tout cas. Thierry, pas vraiment compris toute la hype en festival autour de ce film. Il démarre plutôt bien, mais le rythme très inégal l'emporte, et seules quelques scènes chocs autour d'enfants réveillent la bête. Beaucoup de trous dans le scénario, et une dernière partie poussive. Grosse déception. Ouais, je suis bien d'accord. C'est Thierry Frémaux. T'es pas occupé là, Thierry, là, t'as pas autre chose à foutre en ce moment. T'as pas autre chose, t'as pas un festival organisé là. T'as pas des grévistes là qui... Pattern, un petit shot d'adrénaline, sympatoche, mais assez vain au final, ne sachant pas exploiter ses personnages et leurs relations, ni son concept alliant possession et infection. Film du dimanche sur 20. Je l'ai vu un samedi, mais... Ouais, un vendredi, quoi. Film du vendredi, quand même. Betty Paris, énorme coup de cœur. Il y a toujours des décisions bêtes qui font avancer l'histoire, mais la claque quand même. Je l'ai vu 3 fois pour l'instant. À chaque fois, je vois des trucs en plus tellement c'est riche. Et bisous au maquilleur, la crème de la crème. Ça veut dire qu'elle a vu toutes les séances de festival en France. Du coup, elle a dû voir toute la scène des faux raccords des tiroirs près de la scène du chien. Trauma. Elle a été à Paris, elle a été à Lyon, elle l'a vu à l'absurde séance de Nantes. C'est... Ou alors elle l'a téléchargé, elle l'a regardé 3 fois sur son ordi. Romain, désolé de te décevoir, mais c'est aussi une probabilité. Arrête, Dario. Garde un peu de magie. On a écouté. Non, le film m'encourage pas à croire en la bonté de l'humanité. C'est vrai que c'est cohérent. Le mal. Exactement. Le mal. J'ai crié le mal, j'imagine juste Donald Pleasance dans Halloween 4 et 5 où il fait que gueuler ça, tu sais. C'est le mal. Je mettrais le son en... Le mal. On ne peut pas l'arrêter. Michael. Sébastien Dacuna. Beaucoup de hype autour de ce film pour vraiment pas grand chose au final. 3 petits points. Il est déçu, Seb. Il y a des choses à en retenir quand même. Je pense qu'il parle de hype et je pense qu'il fait partie du public qui a été hypé à fond par la promo et qui s'est mangé le vrai film. Ouais, c'est ça. Il a vu le machin en mode ah bon, tu vois. Je pense que ça va être le défaut du film face à la critique. Ouais. Truffosaurus, quelques scènes chocs brodées autour d'une histoire de possession virale, malheureusement mal exploitée. Mon premier flop de 2024. On n'a pas encore de flop, nous. On n'a pas encore vu de gros flops en actu. Non, ça va venir. Il y a ce qu'il faut qui sort. Par exemple, il y a A Quiet Place, bientôt le préquel, qui a pas l'air foufou. On trouvera. Le Vourdalac 2. Le Vourdelac. Le Vourdelac. Le Vourdelac. Evil Evan 666 nous a écrit « La scène du chien m'a tellement surpris que j'en ai aboyé. » Très bonne surprise. J'imagine juste la personne qui se met à aboyer dans la salle, tu sais. Comédie hipster, meilleure représentation de la pandémie. Vous sentez la gravité des morts et de l'angoisse. I need money. Moi aussi. Immense claque. Moi aussi, ouais. Immense claque la première fois, mais malheureusement, il perd un peu au fil du deuxième visionnage. Et oui, dis bien. Josh Lurienne, surcoté, avec un empilage de séquences déjà vues ailleurs, monté façon puzzle. Déjà vu ailleurs, je suis pas totalement d'accord quand même. C'est vrai que ça aurait mérité de développer un petit peu. Après, c'est un avis Instagram et t'as pas beaucoup de place, malheureusement. C'est le défaut des... On finira avec la reine des bébés bourrés et des bocaux de pisse, Lily Nelson. Lily Nelson a quand même pris le temps d'envoyer un avis parce qu'elle est pas là avec nous ce soir. Elle m'a juste écrit « J'ai eu les préliminaires, mais j'ai pas eu la jouissance. » Putain, j'en peux plus. C'est du pur Lily.
Même quand elle est pas là. Ouais. Mais embauchez-la dans Bad Movies, C'est- pitié. là aussi. Mais faites-en quelque chose, prenez-la avec ses beaucoup de pisse. Elle a teinté le podcast du mal, pour le coup, tu vois. On rappelle que le film est disponible en salle cette semaine et sortira sans doute ensuite chez ESC en DVD Blu-ray. Il y aura toujours une belle édition collector, je pense, les connaissant, et ça sortira en streaming sur Shadows, enfin, comme ils font souvent, vu que c'est une co-distribution. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. J'essaie de relancer le Blue Sky et le Threads de l'émission pour ceux qui sont dessus au passage. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à noter et commenter le podcast sur les applications de podcast. 5 étoiles Apple Podcast, Spotify, 10 étoiles Sens Critique. Faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, et nous on vous dit à la semaine prochaine avec, attention, on va parler de documentaire. Parce que c'est mon anniversaire. Ouais, c'est Dario qui a choisi le film. Donc là, on va tous détester, c'est le principe. C'est ça, on va chier dessus. N'oubliez pas que le dernier film qu'il a ramené, c'était Komodo. Mais le choix est plutôt intéressant, puisqu'on va faire American Movie. C'est un documentaire sur un tournage de film d'horreur un peu maudit. On pourra parler de technique, on pourra parler de comment on fait des films d'horreur et comment ça se passe la production de ce genre de film, surtout quand ça part en couille. En attendant, on vous dit à vendredi prochain. Bisous. Salut. Salut. Méfiez-vous des chèvres. Ouais.